Et on va parler de la stratégie du lézard aux éditions Agulot. D'abord, comment ça s'est passé cette semaine à Bordeaux? Ah bien, je pense que c'est la 5e ou 6e fois que je viens à Bordeaux, qui est une ville qui, pour moi, après Paris, c'est la ville plus belle de France. Et j'aime beaucoup aussi parce que ma maison d'édition, il est à Villeneuve-d'Ornon. Villeneuve-d'Ornon, oui. Et donc, il y a Nadège Goulot qui est pas loin. Non. C'est l'occasion aussi de passer du temps avec eux. Ah oui. Et la semaine, je suis arrivé le jour 14 et j'ai fait des rencontres. J'ai rencontré beaucoup de lecteurs, des élèves de lycée, quelques élèves de l'université. Donc, je suis très content d'être ici et merci à tous vous et à la librairie pour l'accueil. Valerio, Sonnery, c'est un personnage, c'est un commissaire qui marche beaucoup. Hein? Oui. Alors, il aime bien marcher la nuit aussi. Est-ce que vous avez fait ça dans Bordeaux? Vous marchez beaucoup aussi, vous? Oui, je marche beaucoup. À Bordeaux, je fais tout le chemin de la langue de la Garonne. J'ai fait le nouveau pont Chaban-Delmas, ça s'appelle. Ah, oui. Et après, la rive droite, je suis retourné par le pont de Napoléon. On dit que c'est le pont qui a construit Napoléon, mais Bordeaux n'avait pas un pont avant de Napoléon. Et Napoléon, m'a raconté qu'il veut le pont pour transiter toute l'armée pour aller en Espagne. Et donc un peu d'italien au passage. Des mots d'italien. Et donc, j'ai marché beaucoup, j'ai visité le quartier Saint-Michel où nous sommes. Et le quartier Charreton. Le quartier des Chartrons. Des Chartrons. Et après, des autres rues que je ne connais pas, mais en ville très, très belle. Sonnery, il marche beaucoup comme vous. Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait, la marche? Alors, chez Sonnery, on voit bien qu'il aime passer du temps, observer cette ville qui est plus calme et peut-être qui ressemble à celle qu'il regrette dans vos romans. Et vous, qu'est-ce que ça fait de marcher beaucoup? Sonnery, c'est un commissaire à l'ancienne. Non, il n'est pas très bravo avec l'ordinateur, donc les nouvelles technologies, mais il croit beaucoup dans le rapport avec les personnes. Il est un commissaire inductif, donc il a besoin de se caler dans le cadre de l'homme où il y a les assassins, où il y a la victime. Et donc, il va parler beaucoup, il parle beaucoup avec les témoins, avec tous les gens qui ont connu la victime. Il cherche dans l'ambiance où est avenu l'homicide toutes les possibilités. Il y a beaucoup d'intuition, et donc il va comme la science expérimentale, c'est-à-dire il prend une thèse et il va voir si la thèse reste en pied ou s'il tombe, non? Mais toute l'indagine se développe avec la conversation avec les personnes, les gens. Et mon roman, c'est la raison pour laquelle mon roman, il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de dialogues. Et vous? Donc je vous repose la question, est-ce que vous êtes un écrivain qui doit beaucoup marcher pour ranger ses idées, ses chapitres? Oui, je marche avec la fantaisie, mais je fais le journaliste pour 35 ans, donc j'ai vu
beaucoup des histoires, beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires humaines. Et aujourd'hui, je ne suis pas plus journaliste, mais je pense que la chose plus importante pour un écrivain, c'est de réussir comment dire, à prendre dans la réalité tous les histoires qui peuvent être des histoires qui sont utiles pour raconter la notre société, la notre vie. Et donc, je suis un voleur de la vie des autres et un voleur de faits divers, etc. Et c'est comme Conrad qui disait que c'est difficile de persuader ma femme que quand je regarde par la fenêtre, je suis en train de travailler. Et dans ce livre, à nouveau, vous nous expliquez bien quand même que les affaires, les grands patrons dirigent bien plus que les partis politiques. Ah oui, c'est comment dire, le monde aujourd'hui, c'est pas de la politique, mais c'est le monde de l'économie. Et donc, notre vie est vidée des idéaux, il n'y a pas plus des idéaux. Et l'économie est devenue les valeurs principales de notre vie. Et c'est normal donc que toute notre société c'est gouverné par l'économie, mais aussi par les hommes de l'économie. Berlusconi, c'est le premier qui a pris le pouvoir. Non? Il est un homme d'économie, un homme qui a une grande entreprise de l'information, mais pas seulement de l'information. Il y a des banques, il y a des intérêts. Et vous voyez que aussi dans les États-Unis, il y a Donald Trump qui est un homme de l'économie et de son côté, il y a Elon Musk qui dit que l'homme plus riche du monde. Donc, au pouvoir, aujourd'hui, il y a des hommes, des entrepreneurs et pas de politiques. Donc, il n'y a pas des idées pour la société, pour les gens, il y a une idée de faire marcher l'argent, de faire marcher surtout l'argent qui peut être utile pour eux, non? Qu'est-ce que ça a changé à Parme, puisqu'on est dans cette ville, dans votre livre, et on voit bien, on est en plein cœur d'un trafic mafieux dans ce livre. Mais qu'est-ce que ça a changé depuis 50 ans, ce rapport à la politique? Qu'est-ce qu'il y a pour vous qui est visible dans la ville, qui est différent? Mais, alors, la mafia et les infiltrations de la mafia dans le Nord sont un autre visage de l'économie. Parce que la mafia au Sud, il gagne beaucoup d'argent, avec la drogue surtout, avec la construction des bâtiments et surtout la contiguïté avec le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et donc il y a beaucoup d'argent qu'il veut blanchir dans le Nord, où l'économie marche bien. Et donc l'infiltration, c'est en silence, souterrain. Non? Il achète, par exemple, je veux dire un exemple que j'ai vécu personnellement. Quand j'ai travaillé à Bologne à la rédaction de La République, en dessus, il y a eu une pizzeria, restaurant-pizzeria, où nous, les journalistes, beaucoup des autres travailleurs, allaient à manger pour le déjeuner. Et un jour, la pizzeria s'est fermée. Alors je dis, parce qu'elle est fermée, pourquoi? Il n'est pas le jour de liberté, non? Alors mon collègue qui fait les faits divers, il a dit, mais il est fermé parce que la police a
intercepté, comment dire, intercepté une conversation dont les patrons de la pizzeria, peut-être un patron fausse, non, qui fait le travail pour des autres. Et un clan de la Camorra de Naples, clan russo, et donc il a pensé qu'il est, collègue, la pizzeria, c'est un investissement de la Camorra, et donc il a fermé. Mais nous ne savons rien. Non, nous, et le patron, il est très gentil, tous les fois, bonjour. Non, et donc, on dit, il est collègue à la Camorra. Et ce que vous dites dans votre livre, c'est que justement le fait que ces affaires qui sont, alors une fois sur deux, mêlées à des réseaux mafieux, se sont installées très discrètement. C'est ça que vous dites dans votre livre, que en fait, ça s'est fait sans bruit. Oui, mais il a dit, il a fait il a été prophète Leonardo Sciascia, quand en 1963, il a publié Le jour de la chouette. Il a raconté à l'italien les modalités, la façon de la mafia, non? Comme travaille la mafia. Et donc les Italiens du nord ou du centre, ils pensaient que la mafia a été de bancs qui fait des tirs avec les fusils. Mais Sciascia a dit, n'est pas seulement... Ceci, c'est la part armée. Mais il y a aussi la mafia dans le quotidien. Le quotidien, oui, et dans l'économie et dans la politique. Et donc, attention, parce que il a parlé de la ligne de la palme, non? Le palmier, la ligne du palmier. Le palmier, dans 1963, il a seulement en Sicile et dans le sud d'Italie, dans le nord, non. Et lui, il dit, la ligne de palmier, il monte, il arrive à Rome, et après, il arrivera aussi au nord. Et aujourd'hui, nous savons que l'Ndrangheta, par exemple, la mafia calabraise, c'est la plus puissante d'Italie. Il est tout le monde, il fait les contrats avec le trafiquant de Sinaloa, de la Colombie, non? Donc il est désormais un multinational de la criminalité. Vous dites dans votre livre que ce commissaire qui veut sauver le monde, en fait, il est devant une tâche qui est beaucoup trop grande pour lui, que ça participe à sa personnalité qui est un peu mélancolique aussi, parce que sauver le monde, c'est vain. Alors on essaye à une petite échelle un peu. Et vous aussi, vous essayez à votre façon dans votre littérature? Mais alors, Sonnery, c'est, frustré. Il a une frustration parce que il dit, je suis un commissaire de Provence et je ne peux pas combattre avec le mal énorme, non, de la maladie et surtout de la corruption. Et donc il dit, je peux, et voilà le titre de le livre, je peux prendre la queue de la lézard, mais pas la tête. Non, je peux emprisonner le trafiquant, je peux mettre en prison le politique corrompu, mais je n'arrive jamais à la tête de le mal, non, de la corruption ou de la maladie organisée, de la criminalité organisée. Et donc, il est frustré, mais il a aussi une note de malinconie il est aussi énervé parce que la ville est changée. La ville ne réagit plus comme quand il était jeune. Il a perdu sa âme, non? Il a perdu la force pour s'opposer, pour s'opposer. Force qu'il a eue
Parme, parce que dans 1922, il a interdit l'arrivée de fascistes, non, dans les mois de août de 1922. C'est l'unique ville de capitale d'une province qui a interdit l'entrée de fascistes 2 mois avant la marche sur Rome de Mussolini. Donc, dans les années passées, il a en force pour réagir. Aujourd'hui, aussi la ville, c'est, comme dire, il n'a pas plus la capacité de s'opposer à l'infiltration mafieuse, à la corruption. Vous le dites dans votre livre, vous dites que les escrocs sont aujourd'hui bien mieux organisés que la loi. Vous dites à un moment donné que finalement, j'ai noté une phrase qui était à la fois rigolote et en même temps désespérante. Dans votre livre, vous dites « La légalité est devenue révolutionnaire ». Oui, parce que c'est tout. Il y a beaucoup de choses qui sont bizarres, non? Par exemple, la Constitution italienne dit des choses très chères, non? Par exemple, il ne peut pas faire de gestes qui rappellent le fascisme, qui ne peut pas faire des groupes de gens qui sont l'hommage à le fascisme. Mais tous les fois, il y a des manifestations avec le salut romain. Il y a le président du Sénat qui a la sculpture de Mussolini dans sa maison, qui ne fêtait pas le 25 avril, qui est la fête de la libération, non? Donc il y a des choses vraiment paradoxales, non? Et c'est pour ça que Sonnery dit être légal, la légalité c'est révolutionnaire, parce que je dis ces choses, mais il y a beaucoup d'autres qui sont vraiment bizarres, non, et paradoxales. Incohérente, en tout cas. Il y a un autre élément qui est intéressant dans votre livre, c'est ce personnage du faussaire. Donc c'est un peintre qui fait le faussaire, oui. Le peintre qui fait des faux tableaux, qui recopie des chefs-d'œuvre. Et ce personnage aussi, vous lui faites dire beaucoup de choses qui sont assez intéressantes. Il définit son travail en disant « Mais moi, mon boulot, c'est de mettre des paillettes comme un exutoire dans la vie des gens, puisque de toute façon, on est dans une société de vitrine. Et donc moi, j'ajoute un peu de paillettes sur la vitrine. » Et donc, c'est aussi une société qui fait semblant. Ah oui, alors, seulement un peu rarement, pour dire en français, rarement, il y a des hommes de l'économie qui sont aussi cultivés, non? Mais il veut apparaître cultivé. Et donc, le falsaire, il fait des fausses tableaux qui sont vraiment parfaits, non? Il utilise toutes les techniques, la couleur. Il est parfait. Il fait de Degas, il fait de Velázquez, il fait tout, qui sont fausses. Mais il dit, il est honnête, je fais des fausses. Mais ils servent pour les bourgeois qui ne sont pas cultivés pour faire apparaître qu'ils sont cultivés. Non, c'est les paillettes. Bon, et c'est les fausseurs donnez-moi la possibilité de réfléchir sur l'art. Qu'est-ce que c'est l'art? Et on peut dire, lui, c'est un artiste. Et il est artiste parce qu'il a la capacité, non, de faire des peintures. Mais il dit une chose fondamentale, il dit, je suis très habile, j'ai une touche très, 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 très beau, mais je n'ai pas l'idée. L'idée, c'est l'origine
de l'œuvre. L'artiste, il y a l'idée neuve, nouvelle, mais qui fait la reproduction n'a pas l'idée. Il prend l'idée des autres, comme l'intelligence artificielle. Non, c'est Chomsky l'a dit clairement. Il dit c'est le plus grand vol des idées de l'humanité, parce qu'il prend une idée et l'utilise. Et généralement, il l'utilise pour faire de l'argent. Non, parce qu'il y a les majors, non, de Google, Zuckerberg, etc. Il utilisera sûrement l'intelligence artificielle pour faire de l'argent. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie à partir du moment où vous vous êtes mis à écrire des fictions? Vous l'avez dit, vous avez été journaliste très longtemps. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'en enquêtant, en étant journaliste, à des moments, vous avez commencé à vous dire « mais ce sujet-là, j'aimerais bien le développer, ça me donne des idées pour le développer en fiction ». Comment ça s'est agencé? Alors, avant de devenir journaliste, j'écrivais. Donc, j'ai commencé à écrire dans l'adolescence et je dois être grato, comment dire, grato. Je dois remercier un critique de la Gazette de Parme qu'un jour je suis allé chez lui et j'ai dit j'écris des racontes et vous êtes un critique littéraire, donc lisez et dis-moi s'ils sont bons. Et lui a lu et a dit pas mal. Et il a publié des racontes dans la Gazette de Parme. La Gazette de Parme, il avait, aujourd'hui pas plus, mais au pied de la page, on dit le feuilleton, non? C'est un mot français, le feuilleton. Oui. Et dans le feuilleton, le dimanche, il a publié 3-4 racontes de moi. Donc j'ai pensé, peut-être que je peux écrire. Après, j'ai étudié philosophie à Bologne. Et quand j'ai pris le diplôme, j'ai dit, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de s'employer, d'être embauché. Non. Et donc, c'est mieux que je cherche un travail qui permette moi de faire la chose que j'aime plus en absolu, c'est-à-dire écrire. Alors, j'ai commencé à collaborer avec des journaux locaux, après national, et dans 1987, j'étais embauché à la Gazette de Parme. Après, à Repubblica, et je suis resté à Repubblica pour 31 ans, donc comme un mariage, plus ou moins. Et après, dans ma carrière, ma vie de journaliste, comme j'ai déjà dit, j'ai rencontré des histoires vraiment touchantes, non? Vraiment qui m'a donné l'envie d'écrire. Et le premier, ça a été l'histoire d'une famille de Parme il est parti pour la vacance avec un camper, le parent et deux fils. Ils sont disparus. Et donc, où sont allés, toute la ville s'interroge sur la disparition de la famille. Et c'est une histoire qui a marché pour 9 ans dans le mystère. Non, je suis allé par exemple en Algérie pour chercher, parce qu'une lettre anonyme dit ils sont emprisonnés en Algérie parce que un des fils il prend de la drogue, donc ils ont trouvé la drogue dans le camper et ils l'ont mis en prison. Et je suis allé en Algérie, mais de la famille, il n'y a pas de traces, non? Et donc,
j'écris et j'ai pensé, peut-être qu'il y a une histoire qui peut être racontée. Et je l'ai racontée avec une idée qui n'est pas l'idée terminale. Après, on a découvert que un des fils a tué toute la famille. Mais il y a du côté un autre mystère, qui c'est le mystère de beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais l'argent qui n'est pas comptabilisé. L'argent, on dit black, non? Black to black. Qui est mis dans une, je ne sais pas, en casse forte, qui sont disparus. Et la possibilité de prendre l'argent black, il a eu selon le propriétaire de l'entreprise et le père de l'adolescent qui a tué. Et donc on dit, alors ils sont fuis avec l'argent. Ils sont allés dans le Sud-Amérique et ils ont pris des autres identités et ils sont au soleil, non? et donc j'écris un roman il est parti de l'histoire que j'ai traitée des journalistes. Et il appelait, la critique l'appelait une noire financière, non? et après, donc, j'ai dit, mais comme fait, il y a quelqu'un qui doit faire l'enquête. Alors, qui peut-être qui fait l'enquête? Et j'ai dit, peut-être un de la gendarmerie, mais sont des militaires, et donc il y a des règles, c'est difficile un personnage militaire. Peut-être un de la police de la finance, mais il fait seulement des enquêtes sur l'évasion fiscale. Alors j'ai pensé à un policier. Et un policier, quel policier? Et j'ai connu à Parme un policier qui est très très voisin à la figure de Sonnery, un policier introverti qui parle seulement un peu, qui n'aime pas l'action. Et donc j'ai dit, peut-être qu'il est un personnage pour moi. Et j'ai inventé Sonnery sur le modèle d'une commissaire vrai, pas de papier, vrai. Ces premiers feuilletons que vous avez publiés, c'était déjà des polars? Non. Il est ridicule parce que le critique de la Gazette de Parme a dit sont des racontes musiliennes, à la Musil. Ah, donc, peut-être parce qu'ils parlent, ils sont des racontes un peu psychologiques, non, comme peut-être, je ne sais pas comment s'appelle le titre en français, le Torles, le roman de Musil, qui parle d'une jeune qui a des turbaments, le turbament des jeunes Torles. Le désarroi. Ah oui. Et Musil, c'est connu pour l'homme sans qualité. Mais, bravo. Il y a le roman avant donc il a dit c'est des romans musiliens. Et après, j'ai pensé à le noir parce que dans les années 1980 et 2000, en Emilia-Romagna, à Bologna, il y a eu une école de romans noirs avec Luigi Bernardi, qui a été un grand homme d'éditorie, qui a enlevé Lucarelli, Foyce. Il y a eu Machiavelli, Loriano Machiavelli, qui a été le premier écrivain italien après Scerbanenko et Sciascia, qui a écrit des romans noirs. Et donc, le roman noir, il est devenu un roman social grâce à cet auteur. C'est-à-dire que, comme moi, les intérêts principaux du roman noir n'est pas seulement la solution d'un cas, mais c'est
comme les médecins qui notent le symptôme, il cherche la maladie, la vraie maladie. Alors, je pense qu'il y a de faits divers, des homicides qui sont des homicides qui sont le témoin de notre mal de vivre, non? Et donc, ce que je veux raconter, c'est le mal de vivre, c'est la société. Je dis tous les fois, et je suis monotone, que la formule parfaite, c'est celle de Carlo Emilio Gadda. C'est-à-dire, il y a le délit, il y a la liberté, le libre arbitre de l'homicide qui veut de le meurtrier qui veut tuer, mais aussi il y a autour une dépression cyclonique. Non, une dépression cyclonique, c'est-à-dire que l'ambiance, le cadre, non, de l'homicide, il est part active pour rendre les personnes des meurtrières. C'est même plus que ça encore, parce que dans votre livre, ce que vous appelez le contexte est un personnage. Alors on ne va pas dévoiler l'histoire, mais c'est un personnage en soi. Comment il est ce personnage aujourd'hui, ce contexte? Il est changeant, il est brutal, il est cruel? Non, le contexte de Parme n'est pas brutal, n'est pas cruel. Parme est une ville où on peut vivre tranquillement. Et en ville de culture, il y a 2 théâtres, il y a 2 cinémas d'essai, il y a 10 librairies. Et c'est en Italie, n'est pas pour une ville de 200 000 habitants, n'est pas. Il est beaucoup. Et donc, mais il y a un contexte où il y a des liaisons dangereuses dans le niveau de l'économie et le niveau de la politique. Donc la corruption. La corruption, c'est la chose principale le problème de la ville, à part les infiltrations de la mafia, d'accord. Et un mal costume, on peut dire mal costume. Oui, hein? Très bien compris. Oui, un mal costume qui est financier, qui s'est concrétisé dans le scandale Parmalat, par exemple. Vous savez que la plus grande entreprise du lait, mais une des plus grandes entreprises alimentaires d'Italie, Parme, c'est la capitale de l'agroalimentaire. Donc, il est à Parme, la Parmalat. Et dans 2003, il est fallu, on peut dire fallu parce qu'il y a 14 milliards d'euros de débit. Et personne n'a pas s'est interrogé. Et donc, comment dire, au moins avant qu'il fallait, le journaliste, les économistes disent vous pouvez acheter les actions de la Parmalat parce que c'est sûr, le lait, tout le monde boit le lait, d'accord, et donc beaucoup de gens qui ont investi de l'argent, ils sont restés sans un euro, non? Tout l'argent, s'est fui, non? Mais la chose de tout ça, c'est les banques surtout, et les banques de la ville, parce que le directeur financier de la plus grande banque de Parme, il a été le commercialiste, on peut dire le commerçant de Tanzi, cioè le patron de la Parmalat. Et l'autre banque de Parme, il a un directeur financier, le président de l'autre banque de Parme, il est directeur financier de la Parmalat. Donc il y a un court-circuit, non, des choses. Mais après, la Parmalat s'est tombée
par fortune, il fait de bons produits. Et donc, il est allé dans une administration du gouvernement italien. Après, il a été vendu à le groupe français Lactalis de Besnier. Mais la ville ne s'est pas interrogée. Elle a dit, parce que... mais des autres choses, la plus grande banque de Parme, qui recueillit le 52% des épargnes d'une ville riche, a été vendue à Crédit Agricole et personne n'a dit rien. Alors, dans la ville, il y a, comme dire, une assuéfaction à les choses. Il n'y a pas de critique, des autres autocritiques. Et c'est la chose qui m'a... Le cadre, c'est un peu, oui. On comprend mieux pourquoi c'est à Bologne que s'est installé ces cours de romans policiers. Ils étaient quand même en fait, dans un espace inspirant. On pourrait dire ça. Oui, mais Bologne n'est pas le scénario de mon livre, de mes livres. Bologne, il a été le scénario d'un livre qui est un livre politique et historique, parce que j'ai écrit en 3 livres qui sont l'histoire de l'Italie dans la résistance jusqu'à la fin de Berlusconi dans 2011. Et son 3 livres, le premier c'est dédié à la résistance. Le deuxième, il a comme scénario Bologna, parce que ce sont les ans de 1945-1980. C'est-à-dire, le livre termine le 2 août de 1980, quand la bombe à la gare de Bologne. Et donc, je raconte tous les grands espoirs de la politique italienne, où après la guerre, on peut être catholique, communiste, socialiste, réformiste, laïque, le parti républicain il a hérédité l'idéal de le parti d'action, peut-être libéral, monarchie. La monarchie, però, s'est cassée dans 1946. Et donc, tous les individus ont des idées pour construire l'Italie du futur, mais avec une idée, un idéal. Et tout ça, il est tombé dans la fin des ans 1970 et 1980. Parce que il a, dans le monde, pas seulement en Italie, il a pris le pouvoir, le néolibéralisme économique. Les 2 principaux pays, les États-Unis, ont eu Reagan, et l'Angleterre, elle a eu le Thatcher. Donc, toutes les conquêtes de welfare state, et en français, c'est dit État-assistance. La providence. État-providence, oui. En anglais, welfare state, non? Et il est, il est détruit. Et il a commencé le monde d'aujourd'hui, qui entre le monde d'aujourd'hui, il y a Parme, non? Le monde d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'ai dit, c'est-à-dire un monde qui a une unique valeur, la valeur d'échange, donc de l'argent. Est-ce que le hasard, c'est vraiment la dernière chose qu'on peut trouver dans un polar? Est-ce qu'il n'y a pas de hasard jamais dans un roman noir? L'hasard, tu dis? Le hasard. Oui, c'est Dans l'écriture, oui. En fait, il n'y a pas de hasard. On n'utilise pas le hasard. Est-ce que c'est l'élément qui fait qu'on est vraiment dans une écriture, dans une histoire de roman policier? Tout est prévu. Et qu'est-ce que veut dire hasard? C'est il caso. Alors j'avais compris bien.
Euh, mais non, n'est pas vrai parce que il y a des choses qui sont, comment dire, ils sont venus pour hasard. Et je pense que bon, beaucoup de notre vie c'est dominé dans l'hasard. Machiavelli, il dit que la fortune, il va tenir pour les cheveux et taper, non? Mais n'est pas vrai parce que il y a des choses que nous ne pouvons pas dominer. Et dans mes livres, il y a des choses de casualités, de choses d'événements qui ne sont pas prévus. Mais l'hasard dans le noir, il a été, comment dire, élu comme déterminant par Frédéric Dürrenmatt, non? Dans la promesse, comme dit en français, comme est le titre de la... Il y a aussi le film avec Jack Nicholson, un film extraordinaire, où en commissaire, il a fait la promesse de mettre en prison l'assassin de leur petite-fille qui a été violée dans les bois. Mais il n'a pas réussi de capturer les assassins pour des circonstances casuelles, par hasard. Parce que en question de minutes, il est échappé avant, il mit des trappole, qu'on dit trappole? Trappole en français, excusez-moi. Le piège. Les pièges. Ah, il met des pièges, mais... Et en fait, on a une assistance de traducteur. Ah oui. Mais il n'est pas réussi. Et Lazare a déterminé la frustration de ce commissaire qui devient fou. Et un hasard aussi qu'il connaît après par une confession de la mère de l'assassin qui dit c'est vrai, mon fils il est mort, mais il va chercher le petit fil pour et j'ai prouvé de le fermer, mais je n'ai pas pu. Et donc Lazare, dans le noir, c'est vraiment un élément déterminant parfois. Et moi aussi, pas comme Dürrenmatt, mais je suis plus petit de Dürrenmatt. Mais il y a, comment dire, j'utilise des moments où Lazare entre, parce que peut-être il y a des cas vrais, non? Par exemple, en Italie, un serial killer, de dizaines de serial killers dans l'Italie il y a 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Il est capturé parce qu'il a jeté un morceau de la cigarette où ils ont pris le DNA. Et donc, mais il a commis une erreur, mais c'est l'hasard parce que peut-être que beaucoup des autres fois, le morceau, il le met dans une... ah oui, et donc la fois, il a jeté et la police a pris le DNA et il a capturé, mais c'est une circonstance de... Et on dit qu'il n'existe pas le délit parfait, non, l'homicide parfait, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se réalise pour hasard. Et ce n'est pas un hasard si le commissaire Sonnery est marié avec Angela, qui est avocate. Et ils ont un rapport très intéressant tous les deux. Et on se demande si Angela, qui représente la loi en étant avocate,
elle ne canalise pas un peu les envies colériques du commissaire Sonnery, qui, à des moments, a quand même très envie de s'énerver. Et elle, quelque part, est-ce qu'elle sert à ça, ce personnage? Est-ce qu'il sert à tempérer cette colère en incarnant la loi? Oui, alors, ils ne sont pas mariés parce que... Tout commun. Oui, c'est comme s'ils sont mariés. Et Angela, c'est un personnage très, très difficile pour moi. C'est le personnage plus difficile de tout le roman. Parce qu'il est difficile de construire un personnage qui a une bonne colocation, non? qui peut participer à l'action narrative, du côté d'un personnage qui est récurrent et qui est autour à lequel il tourne toute l'action narrative. C'est vrai, comme j'ai dit, la femme de Maigret, l'épouse de Maigret, il est toujours dans la maison, il n'est pas dans l'action. La femme de Montalbano, vous connaissez Camilleri, il est à 1000 km, non? Et la femme de Colombo, on la voit jamais. Ah oui, la femme de Colombo, il parle de sa femme, nous ne connaissons pas. Il en parle tout le temps. Et donc, c'est difficile. J'ai choisi de créer un personnage avocat par deux raisons. La première, c'est qu'une femme il y a beaucoup de personnalités, et parce qu'il travaille dans une ambiance qui est masculin et masculiste, donc il a les anticorps, non, et après parce que elle est, comme dire, l'autre moitié de Sonnery. Il est plus pratique, il est plus concrète, et après il peut voir l'action, l'enquête Sonnery raconte elle dans un point de vue différent. Et donc, c'est très utile pour Sonnery. On peut avoir des courts-circuits, non? Parce que si Sonnery a fait l'enquête sur un personnage qui est défendu d'Angela, n'est pas bon, on ne peut pas. Ils ne sont pas mariés, mais il n'a pas l'opportunité, non? Mais ils sont différents comme caractère. Mais l'unité de la couple, c'est que tous les deux, ils ont la même vision du monde. Et donc, Sonnery, qui est tous les jours avec des assassins, des voleurs, il a besoin, et surtout, il voit un monde qui est un monde complètement différent de sa idée de monde. Il a besoin de quelqu'un qui regarde la réalité comme lui. Et donc, Angela, c'est le miroir de Sonnery, et Sonnery, c'est le miroir d'Angela. Et donc, tous nous avons besoin de se reconnaître dans quelqu'un, non? Par exemple, un jour, j'ai fait une présentation à Milan, et une femme est venue au fin de la présentation, elle est venue chez moi, elle m'a dit je suis content d'être venu ici ce soir parce que il y a une heure, j'ai pensé que je suis la même bête, l'unique bête à penser ces choses. Mais aujourd'hui, nous sommes deux, non? Il a dit, j'expliquais mal, mais... Si, en fait, c'est ça. On a besoin à des moments de ne pas se sentir isolé dans sa pensée. Elle s'est reconnue dans... Oui. La dernière question que j'ai envie de vous poser, Valerio Varesi, c'est celle du dialogue. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a énormément de dialogue dans votre écriture.
Alors, c'est quoi la raison? Est-ce que c'est parce que vous êtes bavard? Est-ce que c'est parce que ça donne un rythme, presque une musicalité à vos romans? Est-ce que c'est parce que Sonnery construit sa pensée en discutant avec les gens? Là, à nouveau, dans ce livre-là, il discute beaucoup, il débat. Et finalement, c'est quelque chose qu'on perd un peu, le temps du débat. Il passe ses nuits à être chez ce faussaire, il rencontre d'autres personnages et ils débattent. C'est un peu une chose qu'on perd, les gens sont de plus en plus chez eux, vous le dites dans le livre, les gens ont de plus en plus peur, ils sont enfermés chez eux. Alors, c'est quoi la raison? Pourquoi il y a autant de dialogue dans votre écriture? Sûrement, c'est là pour le rythme de roman, mais aussi pour valoriser le personnage, pour expliquer la personnalité du personnage, et pour la modalité qui a Sonnery de faire l'enquête. Non, il a besoin d'aller oui, avec comme un escalier. Il monte un niveau, un autre niveau. Il va vérifier tous les fois si les conclusions ou sa conviction sont vraiment valides ou non. Donc, il a besoin de parler, de s'expliquer, d'écouter le pensée des autres. Et aussi, je pense que le dialogue, il est une chose très difficile de construire. Et je cherche de construire le dialogue dans le minimum de mots, mais avec le plus grand, comment dire, le significat. Je veux concentrer dans un dialogue de significat plus grand. Et pour faire ça, j'utilise aussi de grammaire un peu de l'argot. Pas l'argot, mais la construction de la phrase comme l'argot, qui est l'argot, le dialecte. Elle a une langue qui est, comment dire, métaphorique, une langue qui avec seulement 4 et 5 mots, il veut dire des choses plus grandes, non? Et donc, je cherche de l'imitation un peu de la jargalité et dans les dialogues, parfois, je suis un peu grossé, non, comme dites vous. Oui. Moi, finalement, Sonnery, c'est devenu un peu un bon copain à force. Un peu? Un bon copain, un bon camarade pour vous, non? Ah oui. Parce que pour nous, c'est devenu ça, alors pour vous? Mais oui, le lecteur me dit, mais tu n'es pas fatigué, non, tu n'es pas ennuyé de la présence de Sonnery. Mais j'ai dit non, parce que Sonnery me permet de raconter le monde, la société. Toutes les histoires sont différentes. Quand on m'a dit, je veux commencer à lire vous, dans quel roman? Et j'ai dit, vous pouvez commencer dans chaque roman parce que les histoires sont indépendantes. Il n'y a pas un préquel, un sequel. Je tombe amoureux d'une histoire. Après, c'est l'histoire, une histoire qui peut être racontée avec le registre narratif de le polar ou de noir. J'utilise Sonnery. Ce n'est pas comme ça, je cherche un autre registre narratif. J'écris des romans qui ne sont pas des polars. Des romans, comme j'ai dit, historiques, politiques, des romans. J'ai écrit, par exemple, cette année, un roman biographique dédié à une grande femme italienne du Parti communiste qui a fait le féminisme en Italie, qui a fait beaucoup de choses, la résistance en Italie, en France, la guerre d'Espagne, le camp de concentration, la députée. Il a fait la loi qui tutelle les femmes qui travaillent. Donc, la licence pour après l'accouchement. Et la loi, c'est elle qui l'a
proposé dans 1953. Parce que de toute façon, vos livres sont assez féministes, puisque, on le disait tout à l'heure, votre personnage, le commissaire, c'est un des rares commissaires qui a une compagne qui est finalement son équivalent, qui est indépendante, qui a une vie très engagée aussi, qui a un boulot, qui n'est pas la compagne qui reste à la maison à faire des confitures et à donner son avis de temps en temps sur l'enquête. Donc vous avez une vision très moderne de la femme et on vous en remercie. Et on ne vous remercie pas que de ça d'ailleurs. Je pense que si la moitié de ciel, comme dit, il n'a pas le même droit de l'autre, n'est pas en mon livre, non? Donc, je suis parfaitement d'accord. Dans le prochain livre qui sortira en France, je parle d'un problème très délicat, surtout ici en France, parce que c'est le conflit entre le pensée occidental et le pensée en part du monde islamique. Et donc, comment dire, il y a deux valeurs qui ne sont pas négociables, on peut dire, qui ne peuvent pas renoncer. Et un, c'est la parité de la femme et l'homme, non? Qui, en partie de le monde islamique, n'est pas sûr. Non? Et l'autre, c'est la loi. Alors, le citoyen observe la loi de le maire ou de l'imam. Et c'est deux questions que la politique ne veut pas affronter parce que ce sont deux questions qui il n'y a pas une solution vraie, mais il faut exactement. La poser. Et on vous remercie, on attend avec impatience ce roman. Merci beaucoup à vous, Valerio Varesi. Merci à toi, Sylvie, et à tous les publics.